Bienvenue dans Nos francophones ont du talent, votre nouvelle émission audio et vidéo de Choc FM 105.1. Une émission qui met en lumière le talent de ces nombreux francophones qui font vibrer et vibrer notre belle communauté multiculturelle. Un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Choc FM 105.1 pour une nouvelle de nos émissions Nos francophones ont du talent. Je suis Guillaume Laurin et je suis ravi d'être aujourd'hui avec mon invitée en studio, Barbara Ceccarelli, la directrice générale du Centre Accueil Héritage. Barbara, bonjour. Bonjour Guillaume. Merci d'être avec nous, ça va bien? Ça va, merci, merci à vous. Merci d'avoir répondu présent pour cette émission Nos francophones ont du talent, un projet radiophonique et audiovisuel qui sera présenté sur toutes nos plateformes et qui vise à faire connaître, comme son nom l'indique, celles et ceux qui cherchent à faire évoluer la francophonie, que ce soit des personnalités individuelles ou des organismes. Et puis dans ton cas, on va parler à la fois de ton parcours personnel et du Centre d'accueil Héritage, ainsi que de ses programmes évidemment, mais on va revenir un petit peu en arrière et on essaye de mettre en valeur celles et ceux qui font briller au quotidien la francophonie chez nous, en milieu minoritaire, dans la région de Toronto, et qui partagent donc un dynamisme et qui célèbrent ce dynamisme, que ce soit dans la création artistique, entrepreneuriale ou dans les organismes communautaires, comme c'est aujourd'hui le cas. Commençons, Barbara, par tes origines. D'où viens-tu? Oui, je viens d'Italie. Plus précisément, je viens de Rome. Oh, je pense que tout le monde connaît Rome. Magnifique, magnifique région. Oui, ça fait longtemps que j'habite plus à Rome, mais quand même ça reste, ça fait partie de qui je suis, de ma culture, je pense. Oui, j'imagine que tu as grandi et tu es resté plusieurs années ou tu es parti assez jeune d'Italie? J'ai vécu jusqu'à l'âge de 25 ans à Rome. D'accord, oui. Donc j'ai fait mes études, j'ai encore de la famille en Italie, mais j'ai eu le privilège de grandir dans une famille bilingue, même si j'étais à Rome, donc ma famille parlait italien et anglais couramment à la maison. Ah, j'allais te demander bilingue français, mais non, c'est bilingue anglais. Le français, c'était une passion acquise plus tard. C'est vraiment de bonnes francophiles. Donc, j'ai grandi dans une famille bilingue, j'ai eu l'opportunité de faire des études aussi en Angleterre. Ouais. Et donc, après, j'ai quitté l'Italie pour aller travailler à l'étranger. Une fois que j'ai eu mon diplôme d'infirmière, j'ai fait des études d'infirmière. Ok, alors j'allais te poser la question de tes études et peut-être juste pour fermer la page italienne avant de passer à la suite, quel souvenir gardes-tu de tes années de formation, de tes années d'études en Italie? Tu avais déjà le rêve de voyager ou est-ce que c'est venu plus tard? En ayant eu le privilège de grandir dans une famille, pas seulement bilingue, mais avec deux cultures, on voyageait pas mal. D'accord. Entre l'Italie et l'Angleterre. C'était pas énorme, mais c'était énorme à ce moment-là, cette époque-là. Pour moi, en venant d'Italie, c'était comme entrer dans un autre monde. Et ça m'a toujours un petit peu... j'ai grandi en devenant de plus en plus passionnée à l'idée d'aller découvrir comme les choses se passaient ailleurs. On voyageait pas mal en voiture, donc on parcourait l'Europe et c'était vraiment très différent de partir de Rome pour arriver en Angleterre. Ah, vous voyagiez de Rome jusqu'en Angleterre en voiture, en traversant toute la France? Ouais, mon père aimait faire ça, on s'arrêtait en France, en Belgique et lui, il était passionné, donc je pense qu'il nous a transmis ça et après le fait de voir que les choses pouvaient être différentes et autant amusant, ça fait que ça m'a donné un petit peu l'envie d'aller voir encore plus loin. Alors, vous aviez des attaches familiales en Angleterre aussi ou c'était véritablement une passion? Ma maman était anglaise, donc okay. Même si on vivait en Italie, on avait de la famille en Angleterre, et donc on voyageait pas chaque année, mais au moins une fois ou 2 ans, on faisait le tour, aller voir la famille en Angleterre, ouais. Alors, des attachements familiaux qui expliquent le goût déjà du voyage très, très tôt. Des études d'infirmière, tu disais, donc tu te destinais au corps médical, à l'hôpital? Oui.
C'est un choix qui est arrivé un peu plus tard. J'ai essayé plusieurs choses et après j'ai compris que cette idée de pouvoir voyager, mais voyager dans le sens d'aller à la rencontre des personnes et de rencontrer différentes cultures, différentes façons de voir les choses, pouvait se faire comme un choix de carrière, donc pas juste comme un tourisme, comme des vacances. Et j'aimais beaucoup, j'ai des infirmières dans ma famille, des tantes qui étaient infirmières en ce moment-là, et je trouvais que c'était vraiment un travail qui offrait des grandes opportunités de rencontrer les gens et de se rapprocher pas mal, et d'en apprendre beaucoup des personnes qu'on rencontre. Donc j'ai choisi de faire mes études d'infirmière ici, et j'ai jamais regretté ça, au contraire. Alors le goût du contact humain et aussi celui d'aider les autres, c'est quelque chose qu'on va retrouver jusqu'à aujourd'hui dans ce que tu fais au Centre d'accueil Héritage, bien entendu, on en parlera tout à l'heure. Mais si on continue un petit peu dans le temps, donc après ces études, tu décides de partir, de voyager, de partir en Italie. C'était à l'origine un choix délibéré d'aller vivre ailleurs, ou est-ce que c'était juste un essai comme ça ? J'ai travaillé un petit peu après mon diplôme en Italie, mais j'ai toujours eu cette idée J'étais toujours passionnée pour la santé pas seulement la santé des individus, mais la santé un petit peu plus d'un point de vue communautaire. Donc, d'accord. Et surtout du défi de s'assurer que la santé soit vraiment un droit un petit peu partout, que les gens aient accès à la santé. Et j'ai toujours eu du grand respect pour les personnes qui en ce moment-là s'engageaient dans des endroits assez complexes dans le monde, où il y avait vraiment des gros défis en termes de sécurité, mais aussi en termes d'accès à la santé. Donc, mon ambition, c'était vraiment d'aller en Afrique, mais pas spécialement en Afrique, c'était d'aller où il y avait des besoins et de travailler dans un milieu où la santé, c'était quelque chose qui concernait vraiment une communauté en sens plus large. Donc travailler dans l'humanitaire, c'était quelque chose vraiment... Ah oui, d'accord. Donc là aussi, c'est quelque chose que tu as réalisé. Tu es parti en Afrique notamment? Oui, j'ai eu l'opportunité de travailler dans l'humanitaire, comme on dit, dans le domaine, sous le terrain, pendant une période de 10 ans. Ah oui, 10 ans quand même. Ouais. En changeant de différents pays, différents contextes. J'ai eu le privilège de rencontrer des personnalités exceptionnelles. C'était avec un organisme connu, comme Médecins sans frontières ou quelque chose comme ça? La plupart de mes missions étaient avec Médecins sans frontières, mais j'ai travaillé aussi avec des autres organismes de coopération un peu plus petits quand j'ai commencé. J'ai travaillé comme infirmière dans des petits hôpitaux vraiment reculés dans le fond de nulle part, et j'ai évolué comme gestionnaire de programmes médicaux, surtout donc de programmes de recherche, de programmes de négociation pour avoir accès à certaines populations, ou responsable pour soutenir les équipes qui travaillaient directement sur le terrain. Donc ça m'a offert vraiment une opportunité incroyable de voir comment les choses se font, mais aussi comment on peut tout à fait continuer à essayer d'améliorer la manière dans laquelle on intervient. Quels sont les souvenirs majeurs que tu gardes de cette période de voyage africaine? J'imagine que tu as traversé pas mal de pays, des situations peut-être parfois difficiles, et au contact de populations qui avaient besoin de soins et parfois extrêmement pauvres. Oui, pauvres ou dans un moment de pauvreté à cause de la situation politique, parce que certains de ces pays auraient tout à fait les richesses pour se développer de façon indépendante. Je pense qu'une des plus grandes leçons, c'était qu'on fait nos études, on arrive avec les meilleures des intentions, et il faut quand même comprendre que les choses ne sont pas exactement les mêmes. Et que les gens, et que ce que nous, on pense être la meilleure chose, n'est pas forcément ce de quel les gens ont besoin. Donc, c'est vraiment
un travail ou dans des circonstances où il faut vraiment être capable d'écouter et de comprendre et de se poser tout le temps des questions par rapport à c'est quoi mon rôle ici. C'est pas juste un personnel soignant. C'est plus, tu représentes autre chose, tu représentes l'espoir, tu as envie de te connaître. Donc je pense que ça donne un petit peu, ça apprend beaucoup plus à voir les soins infirmiers ou la médecine comme quelque chose d'extrêmement, avec une portée beaucoup plus importante qu'un l'acte lui-même de soins. Beaucoup plus large. On dit souvent qu'un bon médecin, c'est aussi quelqu'un qui est capable d'écouter et de comprendre. Là, on ressent cette fibre chez toi encore davantage. Avançons encore un petit peu dans le temps, Barbara. Après cette période, tu pars au Canada ou est-ce qu'il y a encore une autre étape? Non. Après cette étape, et avec de jeunes enfants, on a pensé que c'était peut-être pas une mauvaise idée de rentrer et de trouver, de prendre une petite pause. Oui. Donc on a pris une petite pause en France, mais quelque part, c'était pas si évident que ça de retrouver de l'emploi, de rentrer dans des carrières. Et finalement, on a pensé que c'était pas si mal de continuer à voyager, au moins jusqu'à les enfants étaient jeunes. Donc, on a pris une pause de 2 ans. Et ensuite, par contre, cette fois-ci, on cherchait plutôt un poste dans ce qu'ils appellent des bureaux de gestion et pas forcément sur le terrain. La situation avait commencé déjà à changer. Je pense qu'il y avait une certaine fatigue par rapport à la sécurité. Voyager avec de jeunes enfants, mettre les choses un petit peu sous une autre perspective. Et donc, bon, ça c'est au niveau d'anecdote, mais je me souviens qu'on avait eu plusieurs propositions de travailler dans les bureaux centrales. Quand on a entendu parler qu'il y avait un poste à Toronto, on était vraiment ravis parce qu'on pensait finalement de pouvoir vivre dans un pays bilingue où nos enfants ont pu grandir dans les 2 langues. Et à ce moment-là, moi j'avais eu l'opportunité d'apprendre le français. Alors, excuse-moi d'interrompre le film, mais ça nous intéresse évidemment particulièrement à Choc FM et nos auditeurs également. On l'entend, tu es parfaitement bilingue, tu es ici établi dans la communauté depuis longtemps et les gens te connaissent bien, je crois, mais comment est-ce que te vient cet amour de la langue française? Tu disais que tu l'as appris un petit peu plus tard finalement, puisque tu étais bilingue anglais, italien, et tu as appris ensuite le français. Oui, j'étais toujours entourée j'ai eu aussi l'opportunité d'étudier des langues classiques quand j'étais à l'école. Mon bac était en études classiques, donc ça aide d'avoir étudié le latin quand on est jeune. Donc après, c'est clair qu'en travaillant, surtout en travaillant pour Médecins sans frontières, il y avait beaucoup de présentations, beaucoup de personnes autour de moi, donc j'étais vraiment exposée au maximum. Et bon, l'italien et le français, c'est pas si loin que ça, donc ça m'a donné l'opportunité de réaliser que je comprenais pas mal. Mais quand on apprend les choses à l'âge adulte, on a du mal, on voudrait être parfait du jour 1. Alors, donne-nous le truc qui t'a permis parce qu'aujourd'hui, tu es complètement bilingue. C'est une question qui revient souvent pour nos auditeurs. Comment est-ce qu'on devient bilingue tardivement, alors qu'on est déjà adulte? Quel est le processus que tu as employé? Tu as dit que tu avais vécu en France, notamment? Oui, mais finalement, j'ai travaillé plutôt dans des pays. Quand j'ai travaillé dans le milieu humanitaire, j'ai commencé ma carrière surtout dans des pays qui étaient soit anglophones, soit lusophones, donc pas dans, si on peut dire, l'Afrique francophone. Et ensuite, à ça, on a décidé avec mon conjoint qui est français, donc ça aide beaucoup comme motivation si on veut devenir bilingue à l'âge adulte, d'avoir quelqu'un de très proche qui nous aide et nous motive. Et donc on a travaillé, on était dans un pays de l'Afrique francophone, et là, entre le travail, le fait d'avoir un jeune enfant, lui aussi en train d'apprendre le français pour la première fois, et le fait de pouvoir pratiquer avec mon garçon qui avait à ce moment-là 4 ans sans avoir à être parfaite, ça a aidé beaucoup. Je trouve que
pouvoir faire ses propres erreurs et découvrir et pratiquer sans cette idée que les gens nous regardent et qu'ils cherchent la faute. Une approche détendue, ouais. Ça a beaucoup aidé. Et après, c'est juste cette grande passion. Oui, après, on était en France. Mes beaux-parents sont français. J'avais tout à fait envie de pouvoir connaître la famille de mon conjoint. Donc, je pense que c'était une motivation très importante. Et au fur et à mesure, la passion d'apprendre une nouvelle langue tellement belle, tellement complexe, avec tellement de... très compliqué en écriture. Ça, je ne suis pas sûre que mon bilinguisme passerait le test de l'écriture, mais bon, on y travaille toujours. En tout cas, peut-être pas plus compliqué que l'italien. Moi, j'ai étudié un petit peu l'italien. J'ai des souvenirs de grammaire un petit peu laborieux pour moi. Oui, c'est deux langues laborieuses. Ouais. Ouais, pas facile, pas facile. Donc, tu t'installes à Toronto, finalement. La vie sur le terrain, la vie d'aventure, presque, ne te manque pas trop? Non. À un certain moment, je me suis aussi rendu compte que pour continuer à être vraiment efficace, ça demande une énergie un peu spéciale et ça demande un enthousiasme et la capacité d'aller de l'avant dans des circonstances où tout te dirait de tourner ton dos et repartir chez toi. Et je pense qu'après 10 ans, ce genre d'énergie, ce genre de patience, c'était vraiment... Ça commence à être pas forcément tout à fait là. Et j'ai toujours pensé que toute ma motivation et toutes mes capacités, mes qualités pouvaient être réinvesties dans n'importe quelle communauté. Donc c'était... Mais là, ça commence à être un petit peu trop. Et je pense que quand tu n'as pas cette énergie-là, tu n'amènes pas... Si tu n'es pas là pour amener ton mieux, je pense que ça... C'est pas une bonne idée. Donc, l'idée, c'était justement d'essayer quelque chose de différent. On pouvait avoir une vie... La vie de l'expatrié est aussi compliquée, d'un point de vue social. C'est pas toujours facile. Donc, avec de jeunes enfants, on trouvait que c'était une opportunité de pouvoir vraiment vivre de façon un peu plus intégrée dans une communauté. Et Toronto avait l'air d'être vraiment... Ça a été finalement le tremplin vers une nouvelle vie. Là. Une nouvelle vie, une nouvelle carrière. Tu es arrivé en quelle année à Toronto? Nous sommes arrivés, mon conjoint et moi, en 2007. OK. On avait tous les deux, on travaillait au bureau de Médecins sans frontières ici à Toronto. Moi, en particulier, je travaillais en ressources humaines. Je recrutais maintenant les personnes qui allaient faire le travail que j'avais fait pour 10 ans. Ah, OK. Donc, je m'occupais d'essayer autant que possible d'identifier c'est quoi qui faisait une bonne mission pour une personne, de leur donner, de gérer les attentes du personnel, surtout du personnel médical. Donc, j'ai fait ça pendant 5 ans. Ça a été une belle façon d'apprendre à connaître le Canada sous un autre point de vue. Et la communauté francophone en particulier, tu travaillais en bilingue ou tu travaillais On travaillait en bilingue parce qu'on avait différents bureaux. Bien sûr, on trouvait que c'était toujours très important. On cherchait toujours de recruter des gens bilingues parce que c'est clair, ça donne tellement d'opportunités dans le monde de l'humanitaire. C'est certain, surtout pour aller en Afrique. Et donc... en faisant ce travail-là, c'est intéressant parce que je pensais, quand je suis arrivée, je dis, bon, je vais probablement remettre à niveau ma licence, peut-être je vais retravailler comme infirmière. Et là, j'ai appris et j'ai compris un peu plus cette situation extrêmement difficile que beaucoup de personnes vivent quand ils viennent ici avec un diplôme à certains niveaux. Je sais qu'il y a des médecins, je sais qu'il y a des infirmiers, des ingénieurs, peu importe le domaine, qui arrivent ici avec plein d'enthousiasme et de bonnes intentions et qui rencontrent des barrières énormes à pouvoir vraiment continuer dans leur parcours personnel et professionnel. Moi, je dis ça d'un point de vue je me considère absolument privilégiée. J'avais un travail quand je suis arrivée ici. Le fait de ne pas pouvoir, me rendre compte que ça aurait été extrêmement compliqué de repasser mon diplôme. Surtout que je n'avais pas vraiment travaillé dans un milieu clinique traditionnel depuis des années. Mais j'avais quand même un travail et j'étais bien installée. Donc j'imagine ce qui
et je l'ai vu, ce que ça peut faire pour ceux qui arrivent en pensant que c'est une formalité et qu'ils vont pouvoir exercer la médecine d'avoir leur poste infirmier ou même d'être des enseignants, peu importe, tu sais, mais vraiment de continuer, de continuer à se développer. Ça m'a vraiment frappé comme injuste. Et malheureusement, c'est aussi une thématique des enjeux qui reviennent très souvent sur nos ondes. La reconnaissance des diplômes au Canada, en Ontario, suivant les pays d'où tu viens, suivant les diplômes que tu as, n'est pas existante et n'est pas facile. Il est très difficile finalement d'engager le processus, comme tu disais. On pense que c'est juste une formalité de faire valider un diplôme que l'on a acquis il y a assez longtemps dans un autre pays, sur un autre continent, et puis on se rend compte que c'est presque impossible. Je pense que la plupart des gens savent qu'il doit y avoir une période d'orientation parce que la santé, justement, comme on disait avant, c'est beaucoup plus complexe parce que l'enseignement, la culture, donc personne n'est pas surprise de devoir faire une période d'orientation, peut-être écrire un examen ou deux. Mais du niveau de complexité, vraiment du niveau auquel on est découragé à poursuivre ce chemin-là, ça, je pense que c'est une surprise pour tout le monde. C'est pas impossible, mais c'est vraiment, vraiment difficile. Et j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont quitté, qui ont changé de pays, qui ont tellement vécu ça comme difficile, décourageant. Et ça, c'est dommage, parce qu'après, Oui, parce que beaucoup de gens se sentent obligés de repartir à zéro et parfois, quand ils arrivent adultes, avec justement déjà des enfants, des responsabilités, ils se sentent plus le courage de repasser dans tout ce processus et, entre guillemets, ils n'ont pas forcément non plus les moyens de le faire. Non. Et c'est des moyens très importants. Ce n'est pas des petits moyens. Ça demande le processus, ou même se requalifier ou refaire des études, ça demande des moyens très importants. Donc, ce n'est pas un petit choix, ce n'est pas quelque chose de mineur. Surtout ici à Toronto, la vie est particulièrement chère. Absolument. Encore plus ces dernières années. Alors, on se rapproche du présent, Barbara, et parle-moi de la manière dont tu as transitionné entre Médecins sans frontières et le centre d'accueil Héritage. Donc, après quelques années quand même, je pense qu'il y avait une manque quelque part de proximité aux personnes, tu sais, de se sentir partie quand même de quelque chose. Travailler dans un bureau sans pouvoir nécessairement voyager, se sentir un peu plus partie du côté opérationnel était un petit peu difficile, surtout pour quelqu'un qui venait d'une formation clinique, où il y avait quand même toujours eu une partie, même en tant que gestionnaire, il y avait toujours une proximité aux populations avec qui on travaillait. J'avoue que je ne connaissais pas vraiment bien qu'il y avait une telle vivante et exceptionnelle communauté francophone à Toronto. On avait continué quand même à faire une vie quelque part un petit peu encore expatriée, si tu veux. Donc, quand tu travailles avec des gens, la plupart avec des contrats qui réparent à l'étranger. Là, ça a été l'opportunité de regarder autour de moi et de dire, mais si j'avais envie d'investir mes compétences, mon énergie, mon enthousiasme, même une envie d'apprendre quelque chose de complètement différent, c'est où que je pourrais le faire. Et j'avoue, le centre d'accueil Héritage était comme une opportunité parfaite. Quand on dit les choses sont presque écrites dans les étoiles. Je ne sais pas si c'est une expression qu'on peut traduire. Oui, on peut le dire, oui. Parce qu'il y avait vraiment plusieurs choses qui résonnaient avec mon parcours personnel. Il y avait cette communauté, donc la dimension de l'accès à la santé, de l'accès à la santé dans la langue de choix, de l'accès à être reconnu comme un facteur important, la langue dans le contexte, en milieu minoritaire. Et après, le fait de travailler avec une population doublement marginalisée, si vous voulez, des personnes âgées qui ont tendance à devenir invisibles,
et qui devient invisible. C'est pas qu'ils sont en tendance, je pense qu'ils deviennent vraiment, ou ils se sentent invisibles, et de continuer dans ce milieu de santé un petit peu plus élargi dans le sens de santé en termes de qualité de vie, d'accès au soutien, et de pouvoir vivre avec joie et encore de façon active, ou vieillir, c'est juste une autre partie de notre parcours personnel. Donc c'était vraiment, au départ je n'étais pas sûre, c'était tellement différent, est-ce que je pouvais arriver vraiment à comprendre des choses, à me réinvestir. Ça fait 10 ans maintenant, c'était vraiment une très belle expérience, et ça continue à l'être, hein, c'est vraiment, ouais. Quels sont tes premiers souvenirs lorsque tu as pris ce poste? Est-ce que tu disais, tu as été surprise en quelque sorte de découvrir cette communauté francophone qu'on ne sait pas forcément exister à Toronto, ou qu'on ne sait pas si importante? Donc, ça a tout changé. C'est comme si quelqu'un m'avait enlevé un voile des yeux, de rencontrer toute cette richesse. J'ai eu aussi l'opportunité de participer à des conseils d'administration des organismes francophones. Je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment la possibilité de vivre et s'épanouir en français, au-delà du fait que nos écoles, nos enfants ont fait leurs études dans les écoles Alors ça compte aussi, francophones, bien donc sûr. Ça c'était important. Ouais. Mais là c'était quelque chose de plus, là c'était vraiment quelque chose on ne s'y attendait pas. Je découvre encore beaucoup de choses que je ne connaissais pas. C'est une découverte continue. L'opportunité, une des choses qui m'avait vraiment encouragée, c'était l'opportunité d'avoir un poste de gestionnaire, donc définitivement un poste pas forcément de première ligne, voire du tout. Mais dans un projet où les bureaux centraux étaient quand même situés dans notre projet de logement abordable. Donc, oui, même en tant que gestionnaire, mais cette communauté de personnes vieillissantes francophones autour de moi, il y a vraiment une proximité. On se voit tous les jours, on a l'opportunité d'échanger des idées et on ne perd pas, ça nous rappelle toujours de ne pas perdre cette capacité de rester à l'écoute et d'être capable d'encourager les gens, nous dire c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs souhaits, c'est comment ils voient les choses passer. Donc ça, c'était pour moi un environnement où j'avais beaucoup à apprendre, beaucoup de très belles personnalités à rencontrer, et en plus, où j'étais très proche de la communauté avec qui je travaillais. Donc ça a fait vraiment mon bonheur. Alors cette proximité humaine qui est une constante dans ta carrière, là tu l'as retrouvée effectivement au centre d'accueil Héritage, et ce que je comprends, tu es au contact quotidien des résidents, des personnes qui bénéficient des services du centre d'accueil. Je crois que le centre d'accueil Héritage a fêté ses 40 ans il y a déjà quelques années, 5 ans peut-être, ça fait 45 ans je crois qu'il existe. Oui, et cette année, justement, 2023, nous allons fêter nos 45 ans. 45 Donc, ans. On se prépare à lancer, soyez prêts, parce que il va y avoir une grosse célébration. Oui, ça fait 45 ans. Alors, est-ce que tu veux nous rappeler un tout petit peu l'historique de ces centres d'accueil Héritage? Je crois que les débuts étaient assez modestes, mais aujourd'hui, il y a plus de 130 logements offerts dans la ville. Oui. Le début était quelque part modeste, mais le projet est né d'un grand rêve qui n'avait rien de modeste, d'une travailleuse sociale, Madame Lantaigne, qui travaillait ici à Toronto avec la communauté francophone et qui était confrontée, je pense, tous les jours, quotidiennement, dans son travail, des besoins de cette communauté minoritaire. Et donc, elle avait ce rêve d'avoir un endroit qui était dédié aux francophones, surtout aux francophones vieillissants, donc dans une phase de grande vulnérabilité. Elle a eu l'énergie et l'enthousiasme de ne pas juste c'est resté pas un rêve pendant longtemps. Elle a trouvé les moyens. Elle n'était pas seule, mais je veux dire, elle a été capable d'initier un processus et vraiment de démontrer une incroyable vision au-delà du temps là. Et donc, elle et son groupe au départ, ils ont réussi à avoir
un terrain en ville, donc là où on est, plein centre-ville. Ouais. Le terrain n'appartient pas au centre d'accueil héritage, on le loue de la ville, de la municipalité, mais l'édifice qui a été bâti est tout à fait appartient à un centre d'accueil héritage et c'est un édifice qui Madame Lantaigne a initié à bâtir. Elle a trouvé le financement. Je pense qu'il y a eu une série de circonstances qui se sont mises en place. Donc, voici l'édifice, voici 130 logements. Et voici un accord avec la ville qui a pris un petit peu de temps. Madame Lantaigne n'a pas vu cet accord. Mais présentement, l'édifice sert la population francophone exclusivement. Donc, pour avoir accès à nos logements, il faut bien sûr avoir un âge de 55, 59 ans et plus, mais il faut parler français. Il faut être capable de parler français. Et donc, la ville a reconnu qu'il pouvait y avoir une liste dans les listes d'accès au logement abordable qui était réservée exclusivement aux francophones. Ça fait un gros changement. Donc, si je comprends bien, les centres d'accueil et d'héritage bénéficient d'un soutien de la ville. La ville de Toronto a pris conscience de ce besoin de vieillir en français. Oui, donc eux, ils ont reconnu la possibilité d'avoir une liste spécifique pour les gens qui s'identifient en tant que francophones. Ouais. Nous, on reçoit aussi des les gens qui habitent chez nous sont éligibles à différents niveaux de subvention. C'est du logement abordable. Donc, soit c'est subventionné de façon où le loyer est indexé sur le revenu, soit c'est vraiment du loyer au très bas prix de marché. C'est un loyer qui est déterminé par la ville et par la zone géographique. Donc, c'est pas... il y a une éligibilité économique. Il y a une éligibilité qui va avec la langue française. Et après, vu qu'on est... suite à avoir au bâtiment, avoir le programme de logement, l'équipe de centre d'accueil héritage a réussi aussi à avoir un financement du ministère de la Santé pour fournir tous les services de soutien qui vont avec le vieillissement en français exclusivement. Et ceci pas seulement dans l'édifice, mais aussi dans toute la région du Toronto. Donc, nous avons un programme de logement abordable. Nous sommes financés pour offrir des services dans l'édifice aux personnes qui ont une perte d'autonomie assez importante. Mais on visite aussi tous les francophones âgés à Toronto qui ont besoin de soutien chez eux, peu importe où ils habitent. À domicile. Wow. Et on offre une série de services qui vont du soutien aux activités de la vie quotidienne, tout ce qui fait la différence entre pouvoir rester chez eux de façon sécuritaire, mais aussi confortable. Et on offre aussi un service de navigation qui est très important, surtout pour ceux qui n'habitent pas dans notre édifice, pour pouvoir naviguer le système de santé, mais aussi naviguer le système des aides sociaux, le système du soutien, des ressources qu'il y a ailleurs. D'accord. Donc un accompagnement dans la démarche administrative pour pouvoir bénéficier de soutien. Et en français, parce qu'on sait que l'accès aux services en français est complexe, pour le dire de façon gentille. Et donc des fois, vraiment, le naviguer, surtout quand la barrière de la langue est là, c'est vraiment difficile. Ouais. On sert aussi une population qui n'a pas forcément ni les moyens, ni l'habitude, ni la facilité d'utiliser certains des moyens que nous on utilise, donc tout ce qui est digital, tout ce qui est virtuel. Donc l'accompagnement est essentiel parce que les personnes puissent continuer à recevoir des soins, mais aussi recevoir des aides et à profiter de la vie en général, donc de s'assurer qu'ils soient au courant de toute opportunité de s'épanouir en français qu'il y a dans la ville. Et CH offre aussi un programme de vie active qui est financé justement pour s'épanouir. Pour personnes, c'est pas un programme de soutien à la vie quotidienne, c'est un programme où les gens apprennent, partagent, font du bénévolat, ils apprennent la peinture, la musique, ils font des activités physiques. On appelle ça maintenant, ça s'appelait une fois le centre pour personnes aînées. Heureusement, il y a eu
une évolution dans l'utilisation du langage. Donc, on parle maintenant d'un centre de vie active. Centre de vie active, oui, je préfère cette terminologie. Je suis sûre, moi aussi, nous aussi, et surtout nos clients. Donc, nous sommes financés pour ça aussi. Et donc, on offre, avec la lentille de la langue, on offre toute une série de services qui vont justement de l'aide quotidienne, à la vie quotidienne, à l'accompagnement, à la vie active, l'opportunité d'avoir un vieillissement actif en français, chose que nous sommes les seuls à Toronto. C'est ce que j'allais te poser la question. Il me semble que malheureusement, ce genre de services sont quasiment inexistants. Vous êtes les seuls. Hein? Oui, dédiés vraiment avec l'objectif de s'occuper des personnes qui vieillissent. Nous sommes les seuls. C'est pour ça aussi qu'on a développé au fur et à mesure. On a maintenant 2 programmes, un à Toronto et un à Durham. On a des programmes qui aident les personnes qui vieillissent en communauté avec la démence, qui sont atteintes de démence. Donc, on soutient, on a 2 services de jour qui s'occupent des personnes qui ont des différents niveaux de difficultés cognitives, donc de démence, mais qui aident aussi les aides-soignants, la famille, les amis, tous ceux qui s'occupent d'eux, et qui permet aux personnes de rester chez eux et de ne pas avoir à être institutionnalisées assez précocement, chose que malheureusement, quand on n'a pas d'alternative, souvent est le cas. Et je pense que s'il y a une chose que nous avons appris ces dernières années, c'est comment les choses peuvent devenir très rapidement difficiles pour les personnes âgées, surtout ceux qui manquent de soutien, qui ne sont pas forcément connectés à leur communauté. Quand il y a un phénomène si important comme la pandémie, qu'on vit toujours, mais qu'on vient de voir passer les années, j'espère, les plus difficiles derrière nous, qu'est-ce que ça a voulu dire entre les hôpitaux, les maisons de longue durée, vraiment les défis énormes. Et comment la différence, nous, avec une équipe en place, avec les gens chez eux, avec la possibilité de continuer à soutenir et engager les gens là où ils étaient, nous avons vu vraiment relativement, je dirais presque aucun dégât dû à la pandémie, à part le sens de solitude, l'angoisse, la peur qui était partagée pour toute la communauté. En effet par tout le monde, mais cette pandémie justement a mis peut-être, et c'est un effet bénéfique, a mis sur le devant de la scène médiatique les personnes vieillissantes et a montré à quel point des services dédiés étaient parfois insuffisants, que certaines conditions certaines maisons de retraite avaient malheureusement des pratiques, on peut le dire, lamentables et on a peut-être pris conscience collectivement de cet isolement particulier de cette population-là. On peut tous espérer vieillir le plus tard possible, mais nos auditeurs, je crois, certains d'entre eux en tout cas, connaissent mal ces ressources qui existent et les services qui existent. Et est-ce que toi, tu as le sentiment que cette prise de conscience a permis de faire évoluer les choses au niveau des décideurs politiques, au niveau des soutiens financiers, évidemment? Est-ce que tu penses que l'offre de services va bénéficier en quelque sorte de cette pandémie? Ça, c'est une grosse question. Juste pour mettre les choses un petit peu dans un contexte, je pense qu'on a trop souvent l'habitude de parler de vieillissement, de personnes vieillissant, en identifiant des limites de la vulnérabilité, des défis. Les personnes âgées sont vues comme un défi pour les communautés, les sociétés. Et on parle de services, on parle de lits de longue durée. Ça, c'est quelque chose, lits de soins de longue durée. Alors, sans vouloir dire, bien sûr qu'on a besoin, surtout nous les francophones, d'avoir accès à beaucoup plus de lits, beaucoup plus de soins. Je pense qu'il va falloir un petit peu réorienter la conversation en termes de qu'est-ce qui fait que les gens... Parce que les gens, s'ils pouvaient choisir... Moi, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire qu'ils avaient une incroyable envie d'aller en maison de longue durée. Les gens veulent rester chez eux en règle générale. Les gens ont envie de rester chez eux, les gens ont envie de continuer à vivre, de continuer à avoir
des échanges avec la communauté au niveau des différentes générations, des différents âges. La personne âgée n'est pas une identité qu'on regarde juste par rapport à ses besoins, à ses faiblesses. C'est une personne qui vieillit, une personne riche d'une expérience de vie incroyable, qui a encore beaucoup d'autonomie. Peut-être pas 100%, mais encore, il y a une autonomie, une envie de partager. Donc je pense et j'espère que la réflexion suite à la pandémie soit pas seulement d'adresser les défis cliniques des personnes là quand la santé devient vraiment complexe, mais qu'on ne perd pas de vue qu'est-ce que ça veut dire. Ça voudrait dire pouvoir quelque part soutenir ceux qui s'occupent des défis quotidiens des gens qui veulent rester en communauté, qui sont en communauté, qui n'ont pas besoin forcément d'aller à l'hôpital ou en maison de longue durée, sachant que les gens en ce moment refusent d'aller à l'hôpital, ils ont trop peur parce qu'il y a trop qui ne comprennent pas. Pendant la pandémie, l'hôpital voulait dire qu'il n'y avait plus de visites, et donc la possibilité de pouvoir souffrir ou même mourir tout seul, c'était quelque chose qui faisait peur. Aujourd'hui, la peur de se dire, si je vais à l'hôpital, ils peuvent m'envoyer là où ils pensent que je dois aller sans nécessairement me demander mon opinion. Oui, ça c'est nouveau Donc, aussi. il y a encore un sentiment plus fort de la part des gens de vouloir rester chez eux. Et je pense qu'il y a pas mal de preuves que ceci convient à tout le monde. Ça fait des communautés plus saines, avec plus de ressources, parce que de toute façon, les maisons de longue durée, comme les hôpitaux de soins aigus, sont faites pour une toute petite minorité qui a des besoins extrêmement complexes. La grande majorité de personnes va vouloir rester chez eux, va devoir rester chez eux, parce qu'il n'y aura jamais, on est loin d'une capacité qui soit capable de répondre. Alors justement, très concrètement, pour un organisme comme le Centre d'accueil Héritage, est-ce qu'il y a une liste d'attente? Est-ce que si on a besoin d'une prise en charge, comment est-ce que ça se passe? Il y a une liste d'attente. Pensez-vous que nous sommes fournisseurs de logements. On est tous conscients du défi que le logement représente dans une ville comme Toronto. Donc, avoir le logement abordable, il y a une liste déjà pour ça, c'est clair. Maintenant, nous avons une liste dédiée aux francophones, ça fait que la liste est plus courte. Donc, à la limite, c'est le seul avantage, mais il y a quand même une liste d'attente. Pour les services aussi, on essaie de minimiser la liste d'attente parce qu'on veut vraiment être capable et en mesure d'offrir des services le plus rapidement possible aux gens, mais ça devient de plus en plus compliqué parce que l'investissement en tout ce qui est soutien au niveau de la communauté, au niveau de la personne, n'a pas vraiment changé depuis la pandémie. On n'a pas encore vu des signes où vraiment les gens qui prennent des décisions, les gens qui allouent des fonds soient conscients de comment c'est important de s'assurer qu'on puisse rencontrer tous ceux qui ont besoin parce qu'ils puissent rester confortables, parce qu'ils puissent avoir la possibilité de manger de façon saine et régulière, de rester connectés. Parce qu'il ne faut pas oublier que les francophones vivent un double défi, qui est celui de la langue. Absolument. Parce que trop souvent, ils ont du mal à s'exprimer. C'est arrivé souvent aussi que certaines des évaluations qui sont faites pour déterminer certaines capacités ou certains niveaux sont faites en anglais. Et le résultat est que les gens sont après déterminés moins capables qu'ils le sont vraiment, tout simplement parce qu'il y a un problème d'une barrière linguistique. Avec le vieillissement, la langue devient encore plus importante parce que ça c'est connu. Avec le déclin, avec la démence, la personne revient à tout ce qui était quelque part primaire. Donc notre langue maternelle devient la langue. Il y a une perte des autres langues à côté. Absolument. Donc la possibilité de continuer à engager des gens qui reviennent à leur langue maternelle en français est encore plus important pour avoir du succès en tant qu'intervenant. Donc oui, il y a des listes d'attente. Malheureusement, les gens arrivent chez nous toujours un peu tard. On se dit, on aurait dû rencontrer cette personne avant. Il y a très peu en termes d'offres actives dans le système. Les gens ne savent, ils se posent très rarement, les autres fournisseurs, la question, la personne francophone, est-ce qu'il préférerait peut-être des services en français? Et même quand ils se posent la question, il y a très peu qui est partagé dans le système pour faire que les gens savent qu'ils peuvent référer au centre d'accueil Héritage, ils peuvent référer aux autres intervenants francophones. Donc souvent, on rencontre les gens déjà
quand une partie, tu sais, on se rend compte que le plus tôt on peut accompagner les... Alors on peut peut-être avoir un petit peu d'espoir avec la nouvelle loi sur les services en français et espérer que cela remette les choses un petit peu à plat pour notre province qui est quand même bilingue officiellement. Absolument. Et donc, c'est sans offre active, si on ne met pas la personne qui demande des services, la personne qui se présente quelque part, si on ne crée pas un environnement qui encourage les gens à s'identifier comme francophones, on restera toujours invisible. Même les chiffres, même les statistiques, même les choses qui démontrent un besoin ne seront pas là. Parce que c'est tout à fait normal avec les défis, surtout dans le milieu de la santé, si s'identifier en tant que francophone devient une pénalité de plus, les gens ne vont pas vouloir le faire. Alors qu'avec une offre active vraiment ouverte, positive, ça ne veut pas dire que tout le monde doit être capable d'offrir des services en santé en français, mais que tout le monde doit être capable de savoir à qui référer, parce que la personne puisse bénéficier d'un accompagnement dans la langue de choix. Barbara Ceccarelli, directrice générale du Centre Accueil Héritage depuis maintenant 10 ans. Revenons un petit peu à toi pour terminer. Tu disais que le centre d'accueil, c'est évidemment des logements avant toute chose, mais également une offre de services d'accompagnement en santé, en particulier pour les personnes vieillissantes atteintes de formes diverses et variées de démence, de perte d'autonomie, pour leur permettre de vieillir en santé, de vieillir avec une bonne qualité de vie, également dans une communauté, au sein d'une communauté francophone et en offrant des services qui vont bien au-delà, effectivement, des services en santé, des services pour rester actifs. Et je voulais te demander, on a beaucoup parlé justement de cet isolement des personnes aînées ces dernières années et de ce sentiment d'être peut-être parfois mis, puis c'est pas seulement un sentiment, c'est probablement une réalité, mais d'être un petit peu mis sur le banc de la société. Avant de reparler de tes accomplissements, là, la question qui me vient, c'est de savoir si tu as des préconisations pour remettre davantage dans la vie active, que ce soit par le bénévolat, que ce soit par le mentorat, ces personnes qui ont énormément d'expérience et qui bien souvent veulent et sont encore capables de s'insérer dans notre société, de nous apporter beaucoup à nous autres actifs et jeunes. Définitivement. Une des choses que les centres d'accueil héritage font depuis des années, c'est tout ce qui a à faire avec les échanges, on appelle ça intergénérationnels. Donc, on travaille beaucoup avec les écoles, peu importe quel niveau. Même avec les collèges, où il y a des personnes qui veulent pratiquer leur français ou qui font des cours bilingues. Et on a toujours des activités où les enfants, les jeunes adultes viennent animer avec leurs enseignants au pas des activités dans lesquelles il y a un échange. Et c'est pas juste du spectacle, de la programmation, c'est vraiment des projets qu'on a, comme créer des cartes de vœux, de faire de la peinture, se raconter des histoires, souvent c'était ça, décorer avant les fêtes, la période de fête, faire des choses qui amènent les gens à se rencontrer, se parler. Pendant Covid, c'était écrire des lettres, envoyer des photos, raconter un petit peu ces histoires. Il y avait des appels par les plateformes virtuelles, un peu plus difficile, mais quand même c'est quelque chose. Les écoles et les groupes qui avant venaient régulièrement nous envoyer des choses. Donc je pense qu'il y a toutes des opportunités qui pour nous, communautés francophones, sont encore plus évidentes parce que ça permet un partage que la langue fait que ça devient important de toute façon. Donc on est une communauté plus petite, on connaît plus de monde, on se connaît mieux, on est supposé se connaître mieux. Donc je pense qu'on a des opportunités à continuer à s'assurer que tout ce qu'on fait soit vraiment inclusif et que dans le concept d'inclusion, on n'oublie pas l'âge. Je pense que quand on parle, aujourd'hui on entend beaucoup parler de communauté inclusive et c'est très important, le langage inclusif. Il ne faut pas oublier que l'âge est un facteur de discrimination important et donc ça doit devenir un aspect important de tout ce qu'on fait en termes d'inclusion.
Les personnes âgées sont pas une identité unique. Nous, on a des gens dans notre programme parce qu'on a ce privilège d'avoir une masse critique de personnes dans l'édifice. Donc, on peut voir, je ne sais pas, 40, 45 pays représentés. Ça veut dire énormément d'un point de vue de richesse culturelle, de possibilités, d'opportunités. Il y a tout niveau d'habilité. Il y a tout niveau d'intérêt. Il y a des gens qui ont des talents incroyables, des curiosités incroyables. Donc, je pense qu'il y a toute une série d'opportunités de continuer à nous rencontrer. Ça, c'est au niveau vraiment de la communauté. Après, il faut aussi faire attention et bon, nous sommes aujourd'hui dans une radio, je pense aux médias, je pense à tout ce qu'il y a à faire. Vraiment, à s'assurer qu'on fasse très attention à tout ce qui a à faire avec le vieillissement quand on parle d'image, encore une fois, de langage, d'utilisation de mots. Il y a une chose qui me fait penser comme exemple pratique, on utilise toujours cette idée, cette vision du tsunami gris. Quand on parle du fait que la population âgée de plus de 60 ans augmente de façon exponentielle, et donc on fait cette comparaison du tsunami gris. Donc on va être quelque part, je trouve que c'est pas forcément la meilleure façon. Le tsunami est un événement, c'est pire qu'une urgence, c'est un désastre de proportions terribles. Je veux dire, le tsunami fait des catastrophes plus que peut-être beaucoup d'autres phénomènes. Donc de comparer le fait que nous allons vieillir, vivre plus longtemps, être là, demander des services, nous affirmer en tant que personne vieillissante, pour moi, c'est un accomplissement. C'est pas l'idée de le comparer à un tsunami fait que c'est ça le genre de langage que j'aimerais. C'est pas quelque chose à voir. Je pense qu'on va tous vieillir. Quand on parle de vieillissement, c'est un accomplissement. Exact. Notre vie est plus longue. On veut tous un meilleur niveau de qualité de vieillissement. Donc, c'est pas quelque chose qui concerne une petite minorité de gens vieillissants. Je pense qu'on est tous des très bons candidats pour un vieillissement actif, en santé, en français. Donc, ça nous concerne tous. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, il y a deux niveaux. Il y a un niveau qui se fait au niveau pratique de rencontre. Il y a un niveau aussi de responsabilité de tout le monde quand ça vient à comprendre qu'il faut vraiment qu'on change, qu'on casse ces stéréotypes qu'on a de personnes vieillissantes, complètement dépendantes. Et qu'on se projette nous, et on se demande de quoi j'aurais envie, moi, parce que ça va être nous quelque part, j'espère. On l'espère, oui, c'est toute la problématique de l'agisme dont on parle également et qui est une forme de discrimination aussi encore trop répandue. Barbara, c'est un grand plaisir de discuter de ces questions avec toi. On va terminer sur tes accomplissements dont tu es le plus fier en quelques mots au cours de ces dernières années au sein du centre d'accueil Héritage. J'imagine que tu as beaucoup de souvenirs qui t'ont marqué, beaucoup de rencontres humaines. Mais si tu voulais peut-être garder une ou deux images, lesquelles seraient celles-ci? Je ne sais pas si c'est mon accomplissement, je pense que c'est l'accomplissement des centres d'accueil Héritage. Je pense qu'il y a toujours un enthousiasme et une énergie de toute notre équipe, même pendant la période Covid, qui fait que ça fait du bien avoir quelque chose de comme ça. Je pense que c'est un accomplissement de toute personne qui travaille là-bas. Il y a encore, on vient de vivre des années extrêmement difficiles, on vient d'en sortir. Toujours avec le sourire, il y a toujours cette ambiance. Les gens me disent des fois, quand on rentre ici, quand même, il y a des gens qui rient, il y a des gens qui sourient, il y a des gens qui... Donc, ça, les gens sentent ça, je trouve que ça fait vraiment du bien. On vient de sortir des années, encore une fois, extrêmement difficiles, et pourtant, nous avons eu un agrément avec mention d'honneur. Ça veut dire que pas seulement on a fait notre travail, mais on l'a fait dans la meilleure façon possible. Après 3 ans de pandémie, ce n'était pas tout à fait évident. Et pendant les années où on a dû, à cause de la pandémie, quelque part un petit peu se renfermer en nous-mêmes, parce qu'à cause du risque de la gestion, on a pu voir et sentir la présence de la communauté autour de nous, des actes d'amitié, de soutien des gens, de nos amis.
ça fait vraiment quelque chose. Donc, je pense tout à fait pas que ce soit mon accomplissement, quand dans toute équipe, c'est quelque chose, c'est une chimie qui se met en fonction. Mais ça, c'est les trois choses qui en ce moment me donnent l'énergie de continuer. C'est beau. Merci Barbara Ceccarelli d'avoir été mon invitée aujourd'hui. On rappelle que donc le centre d'accueil Héritage se situe en plein centre-ville de Toronto. C'est dans le quartier de l'Esplanade. Comment est-ce qu'on vous retrouve? Vous avez un site internet, n'est-ce pas? Absolument. Donc c'est le www.chheritage.org. Donc c'est possible moi, je vous recommanderais d'appeler. Il y a le numéro de contact de notre équipe de soutien. Il y a une personne responsable de vérifier, de demander, de mieux comprendre c'est quoi les besoins. Et ça, c'est pour les services, pour le volet des services et du logement. D'un autre côté, pour notre centre de vie active, nous allons lancer ce mois-ci la campagne de renouvellement d'adhésion. Pendant Covid, encore une fois, tout était relativement en pause, si vous voulez, en attente. Là, au mois de février, on va lancer notre campagne. Donc, on va demander aux gens de devenir membres, de venir partager encore une fois nos ressources, mais aussi de participer à toutes nos activités. Donc, soyez à l'écoute parce qu'on va venir, on va essayer d'être le plus visible possible pour avoir des gens francophones qui ont envie aussi de s'épanouir en français, en vieillissant, peu importe où ils habitent, avec notre centre de vie active. Et les 45 ans du centre, ça sera fêté à quel moment? Donc ça sera fêté à l'automne. Donc nous, on a l'habitude de le faire à l'automne. Je pense qu'on envisage une date au mois de novembre. OK. Pour ça aussi, restez à l'écoute parce que je pense que dans les mois à venir, on va pouvoir identifier une date précise et on va commencer à organiser la fête, une belle fête. Barbara Ceccarelli dans Nos francophones ont du talent sur les ondes de Choc FM. Merci beaucoup. Merci à vous, Guillaume.